Noël dans la tristesse aux Philippines. La tempête Tambin a frappé la grande île méridionale de Mindanao et ses environs. Mais l'île est généralement épargnée par la vingtaine de tempêtes tropicales qui frappent chaque année l'archipel. Cette fois, ce n'était pas la chance. 240 personnes y ont perdu la vie. Mais les sauveteurs sont toujours à la recherche de 107 personnes portées disparues dans l'ensemble de Mindanao, une île de 20 millions d'habitants. Environ 13 000 familles, soit au moins 52 000 personnes, ont passé Noël dans des centres d'évacuation, beaucoup ayant absolument tout perdu dans la tempête. Tambin a quitté l'archipel dimanche en s'éloignant au-dessus de la mer de Chine méridionale. Les tempêtes tropicales sont rares, mais pas inédites à Mindanao. Le typhon Bopha avait fait 1900 morts ou disparus en décembre 2012. Le typhon Wahi avait tué 1080 personnes un an plus tôt. Et enfin, Haiyan, l'un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait frappé les îles du centre des Philippines en novembre 2013 avec des vents dépassant 315 km/h. La catastrophe avait fait plus de 7350 morts ou disparus et privé de logement plus de 4 millions d'habitants. « 17 dirigeants, journalistes et autres employés actuels ou passés de Kumuriet sont accusés d'avoir aidé 3 organisations terroristes armées. Ils risquent jusqu'à 43 ans de prison. Leur procès débuté lundi suscite la polémique à Istanbul. Devant le tribunal, des dizaines de manifestants revendiquaient la libération immédiate de leurs confrères. D'abord, on demande la libération immédiate des 4 collaborateurs du quotidien laïque Cumhuriyet. Ensuite, nous demandons la mise en libération des dizaines de journalistes emprisonnés à l'heure actuelle dans les prisons en turc. Ça visait à liquider l'héritage médiatique laïque de ce pays et de démanteler le réseau de la société civile en Turquie. C'est la raison pour laquelle il est primordial d'assurer une forte solidarité autour de ce dossier. Cumhuriyet est réputé pour être un quotidien farouchement critique du président Recep Tayyip Erdogan. Les 17 collaborateurs du journal sont accusés d'avoir soutenu 3 groupes considérés comme terroristes par Ankara. 4 d'entre eux sont en détention préventive. Le président brésilien défend mordicus son projet de rénovation. En référence à l'adoption mardi en Argentine d'une impopulaire réforme du système de retraite, Michel Temer a fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'une question idéologique ou partisane. Le chef de l'État parle plutôt de l'avenir du pays afin de garantir que les retraités d'aujourd'hui et ceux de demain puissent recevoir leur pension. Mais la dite réforme est entre le marteau et l'enclume, car réclamée ardemment par les marchés, décriée par la population et mal aimée jusqu'au sein de la majorité. La réforme des retraites est considérée comme l'un des grands chantiers de Michel Temer depuis son arrivée au pouvoir il y a plus d'1 an. Elle est considérée comme cruciale pour garder les déficits sous contrôle. Elle prévoit 40 années minimum de cotisation pour une retraite à taux plein et le relèvement de l'âge minimum du départ à la retraite à 62 ans chez les femmes et 65 ans chez les hommes. Mais les parlementaires brésiliens sont réticents à adopter une réforme impopulaire à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Mi-décembre, le Congrès a repoussé le vote à février prochain contre la volonté de Michel Temer. Ce dernier, âgé de 77 ans, a confirmé à plusieurs reprises qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Cet épineux dossier de contamination de lait infantile au salmonelle fait couler beaucoup d'encre en France et en Europe. Cette enquête préliminaire a été ouverte vendredi, non seulement pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, mais également pour tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine et inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit préjudiciable à la santé.
Pour une bonne conduite de l'enquête, les gendarmes de la section de recherche d'Angers et ceux de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, spécialisés dans ce type de dossier, sont mis à contribution. Le premier groupe laitier français a annoncé la semaine écoulée rappeler toute sa production de lait infantile de l'usine de Craon depuis février. Le volume des produits concernés par ce rappel se chiffre en milliers de tonnes, mais le groupe, connu pour sa discrétion, n'avait pas voulu le préciser. En effet, les salmonelloses sont des intoxications alimentaires allant de la gastro-entérite bénigne à des infections plus graves. Elles sont potentiellement plus dangereuses pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou affaiblies. Au 20 décembre, l'autorité de surveillance Santé publique France avait recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose en France depuis la mi-août. Pour 31 enfants malades, il a été prouvé qu'ils avaient consommé un lait infantile de l'usine de Lactalis de Craon. « 255 migrants ont été secourus en Méditerranée en début de semaine. Ils se trouvaient à bord de 3 embarcations en Méditerranée après avoir quitté la Libye. Ces interventions humanitaires se sont produites moins de 2 jours après l'appel du pape François à ne pas ignorer le drame des migrants souvent expulsés de leurs terres par des dirigeants prêts à verser du sang innocent. L'ONG Proactiva Open Arms a secouru un canot pneumatique à bord duquel se trouvaient 134 personnes. Un navire militaire de l'opération européenne anti-passeur Sofia a de son côté secouru près de 230 personnes occupant 2 autres petites embarcations. Les passeurs en Libye ont abaissé, entre autres en raison du mauvais temps en hiver, le prix de la traversée à 400 € par personne, mais cherchent à mettre un maximum de migrants sur les canots pneumatiques. En tout, 37 corps ont été retrouvés dans le centre commercial ravagé par un incendie samedi à Davao, au sud des Philippines. Le chef régional des services de pompiers a déclaré aux proches des disparus avoir personnellement compté environ 36 corps dans l'immeuble du NCCC Mall. Mais un autre corps non identifié avait été découvert dimanche, portant donc à 37 le nombre de corps retrouvés dans les décombres calcinés. Le responsable des pompiers a présenté ses excuses aux familles éplorées pour n'avoir pas pu sauver les leurs. L'incendie a pris au piège samedi le personnel d'un centre d'appel d'une firme américaine d'études de marché. Une enquête criminelle a été ouverte lundi par les autorités alors que des issues de secours auraient été bloquées ou n'auraient pas été installées. Un responsable des pompiers de Davao a décrit le centre commercial comme un espace clos démuni de systèmes de ventilation. Un secrétaire à la justice a estimé que sanctionner les responsables du dit centre commercial peut servir d'exemple aux autres pour que, par bonheur, il n'y ait pas la répétition d'une telle tragédie. Les sinistres meurtriers ne sont pas rares aux Philippines, notamment dans les zones de bidonville où aucune réglementation anti-incendie n'est appliquée. Wallon et Kiao Sueo sont âgés respectivement de 31 ans et 27 ans. Ces 2 journalistes qui travaillent pour l'agence Reuters n'avaient pas été revus depuis leur arrestation dans la capitale économique de la Birmanie, Rangoon, le 12 décembre. Les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont passibles de près de 14 ans de prison. Alors que l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne ont déjà demandé leur libération à plusieurs reprises, c'est plutôt leur détention provisoire qui a été prolongée jusqu'au 10 janvier. Ça me rend folle. Je ne m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça parce que il n'a jamais enfreint la loi. Je crois en sa moralité et c'est pour ça que je suis inquiète. Ils ont été arrêtés pendant qu'ils travaillaient en tant que journalistes. Je ne pense pas qu'ils aient porté atteinte aux intérêts de l'État. En effet, les 2 Birmans sont accusés par la police birmane de détenir des documents relatifs aux opérations des forces de sécurité en État Rakhine. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette affaire souligne un retour en arrière en matière de liberté de la presse en Birmanie.
En 2017, au moins 11 journalistes ont été arrêtés dans l'exercice de leur travail. À l'annonce de cette nouvelle, les détenus du centre pénitentiaire féminin de San Joaquín à Santiago se disent fiers et émus d'avoir été choisis par le souverain pontife. 620 prisonnières pauvres parmi les pauvres y préparent avec joie la visite du pape François. Chaque fois que je parle du sujet, je suis très ému parce que l'avoir ici, croiser son regard, qu'il te donne cette paix, cet amour et qu'il ait choisi en particulier la prison pour femmes, je suis ravie, je suis fière, contente, impatiente. Et je sais que nous allons toutes pleurer quand nous verrons le pape. Parce que nous sommes des femmes, nous sommes des mères. Je porte un poids très lourd dans mon cœur. Depuis que je suis ici, j'ai perdu ma mère et il y a 2 mois, j'ai perdu mon fils. Mais je sais qu'il va m'apporter sa paix et que mon cœur va pouvoir se reposer tranquillement. Dans cet établissement, autrefois un centre religieux, la mère Nelly Léon, chargée depuis 13 années de la coordination de l'activité pastorale de la prison, a entendu des milliers d'histoires de douleur, d'angoisse, de désespoir et se félicite d'autant plus que le dignitaire religieux ait choisi de rendre visite à ces femmes. Dans les prisons, les détenus sont les femmes les plus pauvres, celles qui sont privées de famille, d'éducation, de soins de santé. Ce sont elles qui arrivent ici parce que celles qui peuvent se payer un bon avocat ne finissent pas prisonnières. Donc je pense qu'il faut regarder par ici aussi et ne pas avoir tant de préjugés. À San Joaquín, c'est dans la chapelle que se concentre l'essentiel des préparatifs, autour d'une crèche de Noël à peine terminée. Même s'il va falloir attendre encore des années avant de voir cette innovation s'imposer dans l'industrie, on peut déjà se contenter de ce début. C'est un chercheur de l'université de Tokyo qui est auteur de cet exploit. C'est alors qu'il étudiait des adhésifs capables de fonctionner sur des surfaces mouillées que Yu Nawagisawa a découvert ce nouveau matériau par hasard. Vous pouvez faire du verre avec des substances organiques et la résine acrylique est l'une d'entre elles. Ce verre fait de résine organique est de plus en plus utilisé à la place du verre minéral. C'est ce que j'utilise pour mon projet. Par exemple, il y a récemment eu un incident au cours duquel une pièce d'acier du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, a été retrouvée fracturée. Ce genre de fracture arrive avec l'usure. Les caractéristiques d'un matériau qui ne serait pas victime d'usure et d'un autre qui se répare tout seul sont quasiment similaires. Une coupure sur la peau se soignera toute seule avec le temps. L'objectif ultime dans notre champ de recherche est d'obtenir ce comportement avec des matériaux synthétiques. Ça nous permettra un jour d'avoir des voitures qui réparent leurs rayures d'elles-mêmes. Avant Yu Nagisawa, d'autres scientifiques ont démontré des propriétés similaires avec du caoutchouc ou des gels. Mais le chercheur japonais est le premier à les obtenir avec un type de verre sans devoir le refondre au préalable. Cette innovation pourrait permettre à terme de doubler, voire tripler la durée de vie de nombreux objets en verre comme des vitres de véhicules ou des matériaux de construction. Cependant, le prototype n'est pas parfait car sa résistance s'affaiblit à mesure que la température gagne les 40-45 degrés Celsius d'après le chercheur.